Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF, nouveau numéro de rentrée. On va parler de l'actualité, on va parler de la réforme de la loi travail, évidemment, dont nous avons maintenant... connaissons à peu près ce que sont les ordonnances. On va parler d'Emmanuel Macron, grande interview dans Le Point et baisse dans les sondages tout cet été. Et on va parler aussi de l'Europe parce que c'est le sujet d'actualité des jours qui viennent. Et pour en parler, Vincent Couronne, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Vous êtes le fondateur du mouvement des surligneurs, c'est-à-dire que vous regardez ce qui se dit dans l'actualité et quand ce qu'on avance est faux, notamment sur le plan juridique, vous le surlignez. Exactement. Florence Mercadet, bonjour, avocate au barreau de Versailles, spécialiste de droit du travail. Alors vous avez bossé, vous connaissez J'ai surligné. toutes les ordonnances. J'ai surligné ce qui est bon. Voilà, ce qui a été annoncé Non, parce qu'il est faux. Mais... par le Premier ministre Édouard Philippe et Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Ouais. Voilà. Donc vous allez nous en parler. Stéphane Manson, bonjour. Bonjour Patrice. Toujours enseignant. Enfin, vous êtes presque à la rentrée, là, vous rentrez. Ah, je pensais que vous aviez presque retraité. Non. Vous savez, la retraite chez nous est entre 65 et 68 ans. Donc encore un peu. Non. Oui, c'est presque la rentrée, mais... je dis enseignant, voilà, vous êtes professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin, et donc vous allez faire votre rentrée très vite. Oui, mais les vacances commencent, Patrice. Vous savez que nous autres universitaires travaillons pendant les vacances, et comme chacun le sait, comme tout bon fonctionnaire, nous ne faisons rien à partir de septembre, jusqu'en juin. Donc, vous avez travaillé beaucoup pendant cet été. Oui. Oui. Vous allez publier beaucoup. Oui, beaucoup. Peut-être aux éditions La Joanie, d'ailleurs. Nous en reparlerons. Les éditions La Joanie, dont le PDG est ici et qui s'appelle Jean-Charles La Joanie. Bonjour. Enchanté. Alors, on va peut-être commencer par cette actualité qui est chaude, puisque c'était jeudi à midi que le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre du Travail Muriel Pénicaud ont annoncé ce qu'il y avait dans les ordonnances pour la réforme de la loi travail. Je vais commencer avec vous, Florence Mercadet. Vous avez regardé un petit peu. Alors, il y a évidemment plusieurs chapitres, vous avez même regardé profondément. Il y a plusieurs chapitres qu'on attendait. Alors, il y a notamment cet équilibre entre ce qui va se passer dans l'entreprise et ce qui va se passer dans les branches. Oui, alors, ce qui est intéressant dans... Peut-être dans l'esprit, alors. Oui, non, mais pour répondre directement à votre question, allons-y. Je croyais que ma question était mauvaise, c'est pour ça que... Non, pas du tout, pas du tout. Là, je pense que les syndicats sont plutôt tous satisfaits. Ils sont contents sur cet aspect-là, sur cet aspect-là, bien sûr, sur le renforcement des branches, puisque à l'origine et au démarrage de la concertation, le projet était plutôt de vider un peu les branches et de remettre un certain nombre de sujets au cœur de l'entreprise et de pouvoir les soumettre à des accords d'entreprise. Or, c'est là où on voit que la concertation a servi quand même à quelque chose, et ce qui, d'ailleurs, est reflété dans les réactions des syndicats sur la partie concertation en tant que telle, où ils sont tous unanimement, y compris la CGT, en disant oui, il y a eu une vraie concertation. On a eu 48 ou 50 réunions. Contrairement à ce qu'il y avait eu avec la loi El Khomri. La loi El Khomri, ça avait été une catastrophe, et certaines lois antérieures également. Là, ils tous reconnaissent qu'il y a une vraie concertation, et la preuve, c'est que la copie d'origine n'est plus la même à la sortie. Donc là, on a un vrai renforcement des branches, avec deux sujets qui sont rajoutés aux branches, qui sont la gestion du... Raccroché même aux branches. Très bon, raccroché aux branches, qui sont le CDD. Alors, pas du tout la problématique des motifs de recours au CDD qui restent dans la loi. En revanche, les branches vont pouvoir ajouter à la loi sur le nombre de renouvellements des CDD, la durée, etc. Mais ce sera au niveau de la branche, et également sur un certain nombre de sujets sur les CDI, et surtout sur les CDI de chantier ou de mission, qui vont relever de la branche et non pas de l'accord d'entreprise. Alors, les CDI de mission, c'est des CDI à temps limité. C'est des CDI pour une durée déterminée qu'on ne connaît pas. Voilà, pour la durée d'une mission, qui existe dans un certain nombre de conventions collectives, notamment dans le bâtiment, et pour certains sujets d'export ou de recherche. Donc là, ça va être peut-être généralisé sur d'autres secteurs d'activité, mais ce seront aux branches de négocier cette problématique-là. Ensuite, là où il y a un aspect aussi qui est intéressant sur les branches, c'est que le constat, c'est que 95% des entreprises sont des entreprises de moins de 50 salariés, et 55% des salariés travaillent dans ces
ces TPE et PME. Donc, au niveau de la branche, les dirigeants ou représentants de TPE et de PME vont être conviés aux négociations, ce qui n'existait pas avant. Alors qu'ils n'y étaient pas. Ils n'y étaient pas avant. Donc là, il va y avoir quand même une ouverture et un approfondissement des branches qui peut être intéressant. Alors, il va y avoir une restructuration parce qu'il y a un nombre de branches absolument invraisemblable. Donc on va restructurer pour diminuer le nombre de branches. On va couper des branches, voilà, pas fusionner des branches plutôt. Filons la métaphore, tant qu'on dit. Voilà. Donc ça, au niveau de la branche, c'est plutôt satisfaisant pour les syndicats. Et c'est intéressant, pardon, c'est intéressant pour les gens qui travaillent dans des petites entreprises. Absolument. Parce que du coup, ils vont être. Alors il y a deux choses qui seront. C'est vraiment une loi. Enfin, c'est pas encore une loi, mais les ordonnances sont vraiment adaptées au monde des TPE et des PME. Toujours sur le sujet des branches, les branches vont devoir faire des accords cadres, puisque les entreprises, les TPE et les PME, vont pouvoir faire des négociations. Au-delà de 50 salariés, il faut forcément négocier avec un syndicat pour faire des accords d'entreprise. Et en dessous de 50 salariés, les entreprises, si elles ont des délégués du personnel, devront négocier avec les délégués du personnel. Donc ça, c'est pour les entreprises de plus de 11 salariés. Et pour les entreprises de moins de 11 qui n'ont pas de délégués du personnel, elles pourront faire une concertation avec leurs salariés. Donc ça veut dire que pour ces petites entreprises, elles pourront trouver des accords types d'entreprise au niveau des branches. Donc les branches vont devoir faire un travail rédactionnel clair sur lesquels elles vont pouvoir se baser dans le cadre de négociations, aussi bien les délégués du personnel que les chefs d'entreprise, pour pouvoir négocier au niveau de l'entreprise sur certains sujets, et pas sur tous, puisqu'il y en a qui seront, ce sera la loi et l'accord de branche, et pas l'entreprise. Est-ce qu'il y a justement une modification des instances de représentation du personnel, puisqu'on avait beaucoup parlé? Alors, on ne touche pas, voilà, il y a un regroupement, on ne touche pas au seuil, on reste toujours à partir de 11, c'est les délégués du personnel, à partir de 50, c'est le comité d'entreprise et le comité d'hygiène et de sécurité, le CHSCT. Depuis la loi Rebsamen de 2013, on avait la possibilité, jusqu'à un seuil maximum de 300 salariés, de fusionner les trois instances. Donc ça existe déjà. Donc je trouve qu'en termes de communication, les syndicats, on a l'impression que c'est quelque chose de tout neuf et que ça n'existait pas auparavant. Sauf que ça existait jusqu'à 300 salariés. Et au-delà de 300, c'était possible par accord d'entreprise majoritaire. Maintenant, ça s'appelle le CSE, le Conseil social et économique. Qui va s'imposer, c'est-à-dire que c'est fini, ce sera pas, parce qu'on a la possibilité dans Rebsamen, on pouvait maintenir les instances, les trois instances, ou on pouvait en fusionner deux, ou on pouvait en fusionner trois. Tandis que maintenant, c'est uniquement un comité social et économique qui va être mis en place, donc il n'y aura plus d'un côté les délégués du personnel, de l'autre côté le CE, etc. Tout va être fusionné de manière obligatoire. Donc ça plaît un peu moyennement aux syndicats, puisqu'ils vont perdre des créditeurs, ils vont perdre un certain nombre de pouvoirs, même si, dans les faits, on voit bien que certains délégués du personnel avaient également la casquette comité d'entreprise et également la casquette comité d'hygiène, puisqu'ils pouvaient les cumuler. Donc ça ne va pas changer forcément grand-chose, mais on était quand même très atypique sur le plan européen, puisque dans tous les autres pays européens, il n'y a qu'un seul lieu de négociation. Donc on s'aligne sur la norme européenne. C'est une simplification qui me paraît quand même assez raisonnable. Alors, autre sujet qui faisait débat, c'est l'indemnisation du chômage. Non, pas du chômage. D'indemnisation de licenciement, pardon. Oui, parce que c'est vrai que certaines condamnations du prud'homme pourraient indemniser le chômage, vu le niveau de condamnation qu'on pouvait avoir. Alors là, c'est la philosophie parce que ça heurtait beaucoup les syndicats. La philosophie de ce barème, qui est un barème impératif, qui n'est plus un barème indicatif, tel qu'il résultait des lois antérieures. C'est un barème impératif, il n'y a plus de plancher. Dans le Code du travail aujourd'hui, vous aviez un plancher de 6 mois de salaire à partir du moment où l'entreprise avait plus de 11 salariés, que le salarié demandeur à des dommages d'intérêt avait plus de 2 ans d'ancienneté. Il avait obligatoirement, si le licenciement était déclaré sans cause réelle et sérieuse, 6 mois de salaire d'office. Ce plancher a sauté, donc il n'y a plus de plancher. Et les indemnités sont de 1 mois de salaire par année d'ancienneté, avec un plafond à 20 mois. Sachant que le barème indicatif antérieur, qui n'était qu'indicatif, allait de 1 à 19 mois, donc juste 1 mois de plus. Cette mesure, moi, me semble assez bonne parce qu'elle répond à 2 contraintes.
premièrement, un problème de visibilité pour les chefs d'entreprise, puisque selon s'il se prend les pieds dans le tapis dans son licenciement et que son licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, il n'a aucune visibilité sur le montant des condamnations qu'il va supporter. Et c'est aussi une visibilité pour les salariés, parce que les salariés, selon qu'ils vont s'adresser au Conseil des prud'hommes de Nanterre, de Nîmes, d'Avignon, de Dunkerque, il y avait des différences incroyables en fonction des... Alors, avec un dossier équivalent, préjudice équivalent, ancienneté équivalente et âge équivalent. Donc, il y avait un peu d'une absurdité dans ce système qui fait que ça donne de la visibilité pour tout le monde. Donc, on a un plafond à 20 mois, ça fait 30 ans d'ancienneté et 20 mois. On sait que maintenant, plus le temps va passer, moins les gens vont avoir une très grosse ancienneté. Parce qu'il est rare de faire même 10, 15 ans dans la même entreprise, ça devient de plus en plus rare. Donc, ce que j'analyse là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, quand un employeur va prendre une décision de licenciement, il va bien évidemment avoir une lisibilité du risque qui est là, et ça va pousser, enfin à mon sens, ça va vider les conseils de prud'homme de contentieux. Et donc, le boulot des avocats eh bien oui, je dis au revoir. Moi, je dis au revoir à mes dossiers de contentieux individuels, parce que... Bah oui, mais je vais pousser mes clients, bien évidemment, à négocier en disant, vous êtes pris les pieds dans le tapis, votre licenciement n'est pas bon. Ça va alléger probablement les... considérablement. Il y a pas aussi une amélioration sur la durée sur le temps d'intervention, enfin le temps du traitement prud'homme. Ah non, ça va améliorer le temps de traitement dès lors qu'il y a moins de dossiers. Moins il y a d'affaires, il n'y a pas une histoire d'1 an maximum. Non, alors ça, c'est pas la même chose. Maintenant, c'est la durée pour que le salarié saisisse le Conseil des prud'hommes. D'accord. Ah oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a 2 ans, à compter de son licenciement, il a 2 ans pour saisir le Conseil des prud'hommes. Les ordonnances ont ramené à 1 an. Alors, il faut savoir quand même qu'avant 2007, nous étions à une prescription de 30 ans, c'est-à-dire qu'il avait 30 ans pour saisir le Conseil des prud'hommes. Après, il a eu 5 ans. Ensuite, il a eu 2 ans. Et maintenant, il a 1 an. Alors, au départ, l'ordonnance était 6 mois. Quelqu'un qui se serait fait virer en 2006, il peut encore... maintenant, c'est 2 ans. Aujourd'hui, c'est 2 ans. Ah oui, d'accord. Donc, c'est fini. pas... Non, c'est fini. Okay. D'accord. C'était la loi de 2013 qui a ramené de 5 ans à 2 ans, déjà. Donc, et 2007 a enlevé la prescription trentenaire, qui est absurde. Avant, c'était parce qu'on allait à cheval porter les assignations. Oui, donc là, c'est un petit peu terminé, quoi. Il n'y a plus de chevaux. Voilà. Alors, avant de continuer, peut-être un mot de vous trois. C'est vrai qu'on voit bien l'esprit de tout ça, c'est-à-dire qu'on est plus favorable à la négociation dans tous les plans qu'à la loi ou même qu'au juge. Oui, mais alors juste un point, et ce qu'a bien expliqué le Premier ministre, c'était de dire que la loi aujourd'hui et le Code du travail... Oui. Il a commencé comme ça même. Voilà, il a commencé comme ça en disant ça ne protège pas, parce que c'est incompréhensible. Donc ça ne protège pas les salariés qui eux-mêmes ne s'y retrouvent pas dans le Code du travail. Ça ne protège pas les employeurs parce qu'ils ne s'y retrouvent pas non plus dans le Code du travail. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'insérer des gens dans l'emploi qui ne sont pas dans l'emploi. Donc le Code du travail a peut-être tendance à protéger les gens qui sont dans l'emploi, mais ne font rien pour des gens qui sont à côté, qui ne sont pas dans l'emploi. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose de plus... peut-être de plus flexible, mais qui continue à protéger quand même les droits des salariés. Et même si on dit que le barème, c'est un scandale, parce que le préjudice, ça doit se prouver, et on applique l'article du Code civil, ça n'empêche que c'est aussi, je pense, un plus pour les salariés qui vont avoir une vraie lisibilité en se disant si je suis à tel endroit, voilà, c'est tant mois par année d'ancienneté. Et en contrepartie, il y a un doublement de l'indemnité légale de licenciement qui était d'1/5 de mois par année d'ancienneté qui passe à 1/4 de mois, donc il y a 25% de majoration. Voilà. Sur la question, là, justement, il y a peut-être d'autres points où on y reviendra. Mais allons-y. Après, mais c'est justement... D'ailleurs, il y a un mot qui revient, on parlera de l'interview d'Emmanuel Macron tout à l'heure, mais c'est l'égalitarisme. C'est-à-dire que l'égalitarisme, c'est pas l'égalité. On traite les gens de la même façon, mais finalement, on ne les traite pas... Ça finit par ne pas les traiter de la même façon. Et là aussi, c'est faveur à la négociation plutôt que la loi, la négociation plutôt que le juge. C'est ça la philosophie, non, de Macron, enfin de ce pouvoir. Oui, c'est ça la philosophie. Alors, puis il y a, égalitarisme, égalité, c'est vrai que c'est pas la même chose. Oui. Traiter de manière identique des situations qui elles-mêmes peuvent être très différentes ne conduit pas à une forme d'égalité. Pour l'éducation notamment. Par exemple, peut même conduire à amplifier les inégalités, ça on le sait. Sans qu'on tombe pour autant dans ce qu'on appelle faussement ou ce qu'on appelait la discrimination positive. On peut très bien éviter ce genre de situation. Et puis il y a aussi une philosophie
mais là qui n'est pas propre à Macron et au gouvernement, une philosophie de simplification. Ça, depuis, il y a eu des ordonnances innombrables relatives à la simplification du droit, des textes très compliqués sur la simplification. Il faut toujours se méfier, je ne cesse de le dire aux étudiants, lorsque vous voyez un texte intitulé Simplification, c'est souvent des textes très complexes en eux-mêmes, et parfois ces textes-là rendent le droit plus compliqué encore. Et Florence le soulignait tout à l'heure, c'est que un ensemble de dispositions, un dispositif juridique, genre le Code du travail, qui est censé assurer une protection, ne l'assure plus quand il devient illisible. Et alors on se souvient de votre ami Bayrou apportant sur un plateau de télévision le Code du travail français et le mettant le Code du travail suisse. Bon, alors c'était un peu simplificateur, disons, un peu simpliste. Simpliste, mais cela dit, l'image a été assez forte. Et vous voyez, j'avais en mémoire, quand Florence parlait de cela, de la complexité de la règle, etc. La moindre des choses, c'est pour être protégé, il faut savoir quel est le contenu de la règle, et quand on ne le connaît pas, ce contenu, ça devient complètement ubuesque. Les juristes eux-mêmes ont parfois, j'ose pas dire souvent, mais je dirais presque souvent, des difficultés à comprendre les règles juridiques. Et plus grave, les magistrats eux-mêmes ont parfois des difficultés. Et encore plus quand il s'agit peut-être de prud'hommes où ce ne sont pas des magistrats professionnels. Alors, ce ne sont pas des magistrats professionnels, mais après, en appel, on se retrouve... en première instance, en tout cas. Mais c'est vrai, ils ne comprennent pas plus certains problèmes. Vous savez... D'où peut-être les niveaux différents de jugement. Non, pas forcément. C'est aussi en appel. Aussi en appel. Ah bah oui, on appelle, il y a des moments où on se pose aussi vraiment avec les magistrats professionnels, voilà. Absolument, ah bah oui. C'est-à-dire que nous, déjà, on est professionnels, il y a des moments, là, je me heurte à une difficulté sur la dernière loi sur la réforme de l'inaptitude. Il y a un trou dans la loi, et je ne sais pas comment conseiller mon client, et la doctrine, elle part dans tous les sens, parce qu'elle ne sait pas non plus. Il y a juste un blanc, il manque un mot dans une phrase, et... Le problème, c'est que nous, on peut encore s'abstenir, mais qu'un juge est obligé de juger. Et donc de dire le droit, même lorsque le texte est muet. Il comblera la loi. Sur l'esprit des ordonnances. Ça a l'air très bien. Enfin, honnêtement, même avant même les explications très savantes de Florence. Non, je trouve que vous êtes par principe. Notre ami Édouard Philippe a été plutôt convaincant. Non, ça a l'air intelligemment mené, etc. Et puis, moi, j'ai une sorte de baromètre, c'est que dès que la CGT, la France Insoumise, dit que c'est pas bien, avant même, du coup, je me dis ça doit être intéressant. Donc, c'est le premier truc. Donc là, déjà. Peut-être parce qu'ils ne sont pas d'accord sur les dates de manifestation. Voilà. C'est intéressant. Je continue. Mais voilà, donc... Vincent, Couronne ? Oui, ça m'inspire une remarque dans la suite la suite de ce qui a été dit juste avant sur la simplification. C'est que ces ordonnances ont pour but de simplifier aussi le droit du travail. Mais en réalité, quand on ouvre un code du travail, s'il est épais, c'est qu'il y a des articles, mais il y a aussi des décisions de justice qui font jurisprudence à l'intérieur, qui vont guider l'interprétation de... Absolument. Et l'explication après les articles. Voilà. Mais même si on ne prend pas le code du travail à noter, il est quand même épais. Oui, il est quand même épais. Mais enlevons des articles du code du travail, ou alors simplifions des éléments du droit du travail et redonnons aux entreprises ou aux branches le soin de déterminer elles-mêmes certaines règles. En fait, on complexifie encore plus, parce qu'un salarié qui va aller dans une branche puis dans une autre, il n'aura pas les mêmes règles, ou dans une entreprise et puis dans une autre d'une même branche, n'aura pas non plus les mêmes règles. On est sur des secteurs d'activité, donc tous les salariés du même secteur d'activité auront les mêmes règles. Mais une législation uniforme permet aussi en réalité d'avoir une... C'est ça l'erreur, je pense, d'avoir une législation uniforme en fond... Mais dans ces cas-là, qu'on ne dise pas qu'on va simplifier le droit du travail, on le change, mais assumons la complexification aussi de nos sociétés, parce que c'est la situation. Oui, c'est ça, c'est pas très facile. Et toutes les entreprises de simplification du droit depuis 20 ans, 30 ans, voire plus, à chaque fois, c'était en fait des entreprises de modernisation, d'adaptation. Simplement, en fait, on ne simplifie pas, on complexifie en s'adaptant à la modernité. On s'adapte. Voilà. Et alors, il y a un dispositif dont je n'ai pas parlé, mais qui est intéressant, c'est le Code du travail numérique. Et alors, ça va être une espèce de plateforme, je pense, de ce que j'ai compris, dans lequel, il y aura le Code du travail, mais surtout, aussi bien les salariés que les employeurs pourront poser des questions et ils auront des réponses, comme une espèce de bloc géant. En fait, c'est un code numérique du travail.
C'est un code numérique code du travail numérique ou un code numérique du travail, je ne sais plus dans quel ordre ça. Mais c'est ça. C'est pas un code du travail qui s'intéresse au non, numérique. non, c'est plutôt un code numérique du travail. Code numérique du travail, pardon. Les mots ont un sens, cher maître. La version numérique du code. Voilà. Mais pas que. Et non pas les activités professionnelles du numérique. Voilà, non, c'est le code du travail sur une plateforme qui est numérique, excusez-moi, qui est numérisée. Et donc, les personnes qui y iront pourront avoir accès donc, au code du travail, mais pourront surtout poser des questions en disant « je suis dans telle situation ». Alors donc, non seulement je parle contentieux, mais je parle conseil. Ah oui. Bah oui. Ah oui, c'est la question. Mais qui répondra à ces... Eh bien, j'en sais rien. Ah ben voilà. Donc, vous avez encore de beaux jours. Oui, les avocats. Et quid du monopole de l'activité de conseil dévolue aux avocats sur mais ces là, questions-là. ça doit être probablement lié soit au ministère du Travail. Si c'est le ministère du Travail, il n'y a rien à dire. Hein. Ah oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Ouais. Un mot sur... C'est lié à mon cabinet. J'ai deux questions. Une sur la réaction. Alors, c'est assez intéressant parce que FO est plutôt favorable, enfin, ne s'oppose pas de front à la réforme. La CFDT, qui avait habitué plutôt à être un syndicat de négociation, se dit déçu. Et la CGT appelle à manifester, ce qui est plutôt dans sa ligne. Vous expliquez comment ce sorte de changement entre FO et la CFDT? Est-ce que c'est parce que la CFDT a gagné les élections et FO se dit, tiens, c'est peut-être comme ça qu'on va? Non, je crois que la CFDT, maintenant qu'elle est syndicat majoritaire, il faut qu'elle soit aussi un peu contestataire. Donc c'est un peu son rôle. Pas aller jusqu'à la contestation de la CGT. Mais bon, je pense qu'elle a ce rôle-là à jouer. Mais là où elle exprime sa déception, c'est sur un certain nombre de sujets d'accord d'entreprise qui lui échappent, mais en même temps on lui dit mais très bien, mais dans 95%, dans un certain nombre de 95% d'entreprises vous n'êtes pas présent, donc la nature a horreur du vide, donc à partir du moment où vous n'êtes pas là, on laisse les accords. C'est qu'il n'y a pas plus de choses pour les syndicats, j'ai l'impression. Voilà, pas plus de choses pour les syndicats et surtout sur le zonage entre guillemets des licenciements économiques. Les licenciements économiques auparavant, quand on était dans un groupe, il fallait démontrer que les difficultés sont au niveau mondial. Maintenant ça va plus être au niveau national. Néanmoins, s'il y a une fraude... Sauf s'il y a fraude, c'est le juge. Sauf s'il y a fraude. Après, le juge peut décider qu'il y a fraude. Voilà. Mais et la CFDT aurait préféré que ça soit mondial, que ça soit au niveau du groupe. La CFDT dit, de ce que j'ai compris, c'est au niveau national, d'accord, mais avant de prononcer le licenciement, il faut qu'on soit informé, consulté au niveau des syndicats et des représentants du personnel pour qu'on nous démontre la réalité de la difficulté purement nationale et que ce n'est pas mondial. Et que ce n'est pas une entreprise, un groupe qui charge, par exemple, une entreprise qui est en France, en nous mettant plus de charges, etc., pour la rendre... Et je crois que leur déception, c'est de dire ce qu'on demandait, c'était pas... Ça peut rester national, mais ce qu'on demandait, c'est qu'il y ait une concertation pour qu'on nous démontre que c'est bien national et qu'on nous mette des documents sur la BDES, la Banque de données économiques et sociales, et pour nous démontrer cela. Donc c'était bien dans la concertation, donc ça reste bien dans la philosophie de ce que voulait le gouvernement, donc on ne comprend pas pourquoi on ne nous a pas donné satisfaction sur ce point-là et qu'il y a... Voilà. Alors, il y avait un mot qu'on prononce depuis quelque temps, c'est la flexisécurité, c'est-à-dire que apporter aux entreprises un peu de flexibilité et de visibilité aussi dans leur gestion, mais un peu plus de sécurité aux salariés. C'est ce qui se fait en Europe du Nord notamment. Est-ce que le compte est bon là-dessus? Le compte sera bon quand on aura la réforme de la formation professionnelle. Oui, qui est l'essentiel. Qui est l'essentiel, puisque la contrepartie, et c'est ce qui se passe dans les pays nordiques, c'est-à-dire qu'il y a une facilité de licenciement, on peut prendre une décision en l'espace de 10 minutes, mais en contrepartie, le salarié se retrouve immédiatement dans un processus de formation professionnelle qui est sérieux, et donc le pendant de tout ça, ça va être la formation. C'est ce que disait l'ami de Stéphane, Jacques Attali, qui disait l'autre jour, lutter contre le chômage, c'est pas faciliter les licenciements, c'est former le chômeur. Il avait raison. Et il avait raison. Mais vos amis sont brillants tous les deux, vous avez une chance. Mais vous êtes notre ami, Jean-Charles. Autre chose sur cette réforme, ou vous voulez qu'on passe à autre? Et Dieu dans tout ça, peut-être. Alors, à la façon de Jacques Chancel. Qui ne l'a jamais dit, vous savez. Mais il paraît que c'est un mythe. Oui. Lui-même disait qu'il ne l'avait jamais posé. Oui, en revanche, il avait demandé, par exemple, à quelqu'un, je pourrais vous le demander, Stéphane Monson, est-ce que vous avez déjà posé des conditions à la vie? Excellent, Patrice. C'est une vraie question. On s'y croirait. Alors, on peut passer, mais on
on est dans le même sujet. On a vu, on va parler de la cote de popularité d'Emmanuel Macron tout à l'heure, mais on voit qu'il y a un regain quand même de confiance, notamment des entreprises, et c'était les universités d'été du MEDEF cette semaine. Vous y étiez d'ailleurs, mais enfin, il y avait beaucoup de patrons. Je vous propose de regarder un sujet sur ces universités d'été, et après on reparle justement de est-ce que la confiance est en train de revenir ou non. C'est une tradition ici dans les Yvelines depuis 19 ans. Le MEDEF, le principal syndicat des patrons, organise son université d'été ici sur le campus HEC Paris à Jouan-Josas. Mais concrètement, à quoi ça sert? C'est destiné à informer les médias, parce que la presse, vous êtes là, la presse est là. Ça donne le ton de ce que veut faire le MEDEF. Et puis encore une fois, je vous dis, pour nous, adhérents, ça permet de nous rencontrer, d'échanger, autrement que dans nos commissions, autrement dans un monde plus convivial. Cette année, 7500 chefs d'entreprise ont fait le déplacement jusqu'aux Yvelines pour assister à 12 conférences sur les thèmes de l'économie, de l'emploi et de la France. Des rendez-vous qui ont permis aux entrepreneurs de se réunir pendant 48 heures. Et des conférences qui sont toujours intéressantes parce que ouvrir l'esprit, ouvrir le cerveau pour écouter effectivement ce qui se passe à droite à gauche est toujours intéressant. Surtout quand des choses sont dites importantes, comme tout à l'heure, sur les contractualisations du travail, qui sont des sujets qui sont effectivement durs en ce moment, qui sont importants. Donc voilà, toutes ces choses-là sont importantes à écouter. Il n'y avait pas que des entrepreneurs, la sphère politique a également gravité autour de cette manifestation. 9 ministres se sont rendus ici à Jouan-Josas. On peut noter également la présence d'élus yvelinois. Je tenais à travailler avec le MEDEF 78, que je n'avais pas encore rencontré. Et on a passé une partie de l'après-midi ensemble avec un certain nombre d'entrepreneurs hier. C'est essentiel de créer une routine avec eux, qu'une fois par trimestre on puisse se voir et qu'on puisse challenger les projets du gouvernement, les attentes sur le terrain. L'événement a également permis aux syndicats ouvriers de se faire entendre lors de ce deuxième jour de l'université d'été du MEDEF. Une manifestation qui a réuni plus d'une centaine de personnes a été organisée. Nous avons rencontré un acteur local. Ça fait plusieurs années qu'on le fait. Cette année, c'est un peu comme l'année dernière. On est dans le même contexte où l'année dernière, c'était la loi El Khomri qui se préparait en cours d'été. Là, cette année, c'est un peu particulier puisqu'il y a les ordonnances qui sont en cours de rédaction sur la loi travail. Prochain acte du rapport de force entre les syndicats, le patronat et le gouvernement le 12 septembre prochain, avec la première grande manifestation nationale contre la réforme du Code du travail. Alors, on va reparler de la cote de popularité d'Emmanuel Macron qui baisse dans les sondages, mais la confiance... Les clignotants peut-être économiques sont en train de se redresser, mais la confiance a l'air au rendez-vous. Mais c'est ça qui fait baisser Macron dans les sondages. C'est-à-dire que pour l'opinion publique, plus les patrons sont contents, plus le peuple est mécontent. Parce qu'il dit, si les patrons sont contents, c'est donc qu'ils mènent une politique qui satisfait les patrons. Donc nous, on n'est pas contents. Donc c'est une des explications. On peut ne pas être content si on ne donne qu'aux patrons. Je veux dire, il n'y a pas... Non, on peut, mais c'est aussi pour ça. Je pense que plus la confiance remonte et plus les patrons sont contents, plus le peuple est mécontent. C'est un peu schématique. Non, mais c'est... Là, je pense que c'était plus, il le dit d'ailleurs dans la théorie du point, plus de l'impatience que du mécontentement. C'est-à-dire que la question que se posaient les gens, je crois, c'est est-ce qu'ils vont faire quelque chose ou pas? Est-ce que, comme leurs prédécesseurs, ils ont annoncé des réformes qu'ils ne feront jamais? C'est ça. Non, mais il est allé à la SPA, il a pris un chien. Ça bouge. Non. Sur la confiance, alors, puisque vous étiez à Jouy-en-Josas, plutôt qu'à Garges-les-Gonesse, et... donc vous avez senti, est-ce qu'on sent qu'il y a une confiance qui revient ou pas, notamment chez les patrons? Ah bah oui. Merci. Bon, voilà. Merci. Belle intervention. Bon, à vous alors. Non, on avait un schéma d'ailleurs non, si tous les employeurs que j'ai rencontrés, tous les chefs d'entreprise, les études le montrent en tout cas. Non, mais tous les chefs d'entreprise que j'ai rencontrés, ils sont contents pour plein de raisons. Ils sont contents parce que le carnet de commandes se re-remplit, ce qui est quand même le motif essentiel de contentement. Donc, le carnet de commandes se re-remplit, les délais de paiement se sont réduits. Donc ils rendent plus de trésorerie, donc ils arrivent bien à reconstituer leur marge. Donc ça, c'est depuis dernier trimestre 2016 et 2017 va être une année convenable. On ne va pas dire que 1,6 de croissance, c'est le nirvana. C'est mieux, c'est quand même très faible. Mais du coup, ça, donc le fait que la croissance repart... La croissance vient avec la confiance. Mais voilà, tout ça est psychologique.
C'est quand même très psychologique. Mais en Europe, globalement, ça va quand même relativement mieux dans tous les pays. Donc maintenant, il faut que le chômage baisse. Puis je crois qu'il y a une grande confiance, parce que le mot de confiance, responsabilité et confiance sont les deux mots d'En Marche. Donc, et d'ailleurs, maintenant, on les utilise. Bienveillance, confiance et responsabilité, ce sont des mots qui reviennent fréquemment dans la bouche de tous les politiques, d'ailleurs. Et de la confiance, ça peut s'affirmer. Je pense que Macron l'a affirmé et les gens ont confiance. Donc, même si pour le moment... Alors là, ça y est, il se passe des choses. Mais les patrons, même avant qu'on ait les ordonnances, avaient confiance quand même. Donc c'est plutôt bien. Il y avait même, je crois que même les conseillers de Gattaz lui avaient dit il ne faut pas aller trop dans le sens du gouvernement parce que ça les gênerait peut-être un peu. Ça va se voir. Donc il y avait beaucoup d'optimisme au travers de ces 2 journées de réunion. Alors, grande interview d'Emmanuel Macron dans Le Point, dans laquelle, vous n'aurez pas été surpris, il cite Peter Sloterdijk. Voilà. Ah, oui. Quand je vous en ai parlé, vous m'aviez pris pour un farfelu. Non, mais c'est ballot, j'avais acheté l'ouvrage, je l'ai oublié sur la plage. Mais... Il cite Schumpeter, il cite Lévinas. Là, entièrement d'accord, oui. Mais c'est le principe de Schumpeter. Alors, on voyait bien que ce que demande, l'une des demandes et peut-être une des raisons de la chute de popularité, c'est que les gens se demandaient où est-ce qu'on va. Ils se le demandaient d'autant plus que c'est un gouvernement qui a de nouvelles formes. C'est-à-dire que ce n'est pas la droite ou la gauche où on pouvait savoir à peu près. Est-ce que l'interview là est pas un peu intellectuelle d'abord sur le choix d'un magazine de presse écrite, sur le choix des citations intellectuelles, est-ce que c'est assez clair pour que les gens s'y retrouvent? C'est bien parce que d'abord, à une époque où tout se passe en un minable tweet, là pour une fois, un entretien de 22 pages, je trouve que ça c'est déjà, c'est déjà une très très bonne idée. Avec des questions parfois difficiles à comprendre. Donc c'est très bien. Après, les lecteurs du Point ne seront pas dépaysés. Les gens qui n'ont jamais lu Le Point vont probablement pas s'y mettre. S'ils s'y mettent, tant mieux. Mais de toute façon, ce qui est intéressant, c'est les explications que tous les éditorialistes vont donner et ce que les autres journaux vont en extraire. Donc voilà, pour répondre à votre question, le choix du Point, je trouve que c'est un très bon choix, quoi. C'est mieux qu'une interview de télé ou... Ah bah oui, parce que c'est tellement réducteur. Le 20h de TF1 ou France 2, c'est sympathique, mais bon, c'est pas... Je crois qu'il n'avait pas envie d'avoir une interview. Il serait interrompu au bout de 3 secondes en disant « Attendez, on passe à un autre sujet parce que là, on n'a pas le temps. » Donc là il a enfin pu dire des choses, exprimer sa pensée, dire où il voulait aller. Enfin, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et puis c'est un texte auquel on peut se référer, après tout. Oui. Qui reste plus peut-être qu'une interview. Oui, vous êtes d'accord là-dessus. Un texte de pensée complexe. Complexe, ça ne veut pas dire compliqué. Complexe, ça veut dire qu'il n'est pas constitué d'un élément simple, d'un seul élément. Et on a raillé le fait que, alors c'était peut-être mal dit, que Macron avait une pensée trop complexe pour l'interview habituelle du 14 juillet. Moi, je trouve ça plutôt très bien qu'un président de la République exprime une pensée complexe parce que la vie, elle est complexe. Parce que les solutions qu'on peut apporter aux difficultés, qui sont des difficultés très concrètes et très quotidiennes, vécues par les Français au jour le jour, sont elles-mêmes des solutions complexes. Et les élus ou les candidats qui considèrent qu'on peut apporter des réponses simplistes, rapides, à des problèmes compliqués, là pour le coup, complexes, mentent. Et le savent très bien. Donc moi je trouve ça bien qu'un président exprime une pensée complexe. Parce que la politique, ça ne consiste pas à simplifier des choses compliquées, mais par exemple, de façon à ce que les électeurs puissent choisir. Pas forcément, mais il y a tout ce qu'il faut pour simplifier. C'est aussi le rôle de la presse, des journalistes, des autres élus, des commentateurs, des critiques, etc. C'est bien de sortir des propos de bistrot, des trucs, de prendre un peu de hauteur. Enfin, c'est quand même un peu ce qu'on attend d'un président de la République. Enfin, il nous manque un petit Mélenchon ici, quand même. Ouais. Non, mais ça, Vincent. C'est pas parce qu'il a une bonne idée qu'on est d'accord avec lui. Non. Vous n'avez pas petite critique. Ça va venir après, les critiques. On critiquait aussi Nicolas Sarkozy lorsqu'il s'exprimait pas forcément bien, beaucoup trop, et qu'il n'avait une culture extrêmement, lacunaire, en tout cas littéraire. Donc là, on a un président de la République qui a fait un peu de philosophie, qui lit, pourquoi ne pas... c'est très mitterrandien, ce genre de choses aussi, ou pompidolien, je sais pas, mais de mettre la culture comme ça dans le message politique, ça donne une
dimension peut-être qu'on peut railler là sur le moment, mais que les Français aiment bien sans doute aussi. Oui, c'est ça, ils sont flattés. Je pense que quand on parle à sa hauteur, c'est-à-dire sans penser que les autres sont des abrutis à qui il faut dire les choses directes et sans complexité, je crois que les gens sont flattés plutôt. Oui, bien sûr. Bon, c'est vrai que tout le monde ne lira pas l'interview du Point. Les gens vont essentiellement entendre les commentaires. Voilà, après, ce qu'il ne faudrait surtout pas, c'est que cette interview soit l'unique vecteur de la parole présidentielle. Parce que c'est très bien de s'adresser au lecteur du Point et de s'exprimer sur 22 pages dans le Point, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'il puisse répondre à de véritables questions et pas peut-être moins philosophiques et sur effectivement le tout venant de sa politique, parce qu'il ne peut pas s'abriter juste là-dessus en disant voilà, j'ai fait cet entretien, enfin j'ai donné cet entretien, on a mis 15 jours à le réaliser, à le relire, tout est policé, il n'y a pas un truc qui dépasse, dans lequel on peut mettre un coin. Donc voilà, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que de temps en temps, il s'exprime de façon plus large. Et ça, on attend un peu. Oui, mais il y a eu une grosse polémique alors tout cet été, c'était les journalistes qui disaient oui, il faut qu'il change, il faut qu'il s'adresse aux journalistes. Les journalistes étant un peu vexés que le président de la République ait décidé de ne pas leur faire toutes les confidences que leur faisaient ses prédécesseurs. Moi, je ne crois pas qu'il y avait cette impatience du peuple à ce qu'il s'adresse à des journalistes. Non, je crois que c'était expliquer un but, ça c'est une chose. Il y a sûrement une impatience, mais l'impatience des journalistes je défends un peu la corporation, mais c'est aussi une impatience des Français qui se disent, par exemple, après cette pitoyable séquence avec l'armée française, il n'y a aucune explication, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que là, il y a une explication. Qui est une explication qui est la sienne, mais enfin qui manque. Il dit que c'est le Figaro, et le Figaro c'est l'assaut, et c'est donc le lobby des vendeurs d'armes. D'accord. Mais c'est là où en revanche, on aimerait bien qu'il y ait un journaliste pour répondre un peu à cette attaque et pour dire voilà, ça ne suffit pas. Donc, en tout cas, il dit les choses. Il dit des choses, mais là, ça manque un petit peu de renvoi. Enfin, je dirais, c'est un peu les limites de cette intervention dans le Point. C'est un peu comme s'il jouait au tennis tout seul. C'est-à-dire qu'il envoie les balles, mais personne ne lui renvoie le truc. Il a fait les questions. Quoi. Donc voilà. Donc c'est un peu ce qu'on peut lui reprocher. Oui, voilà. C'est Michel Droit sans Michel Droit, c'est encore mieux. Vous nagez bien, chef. Donc voilà, ça c'est un peu dommage. Mais... Sur les raisons de la baisse de la popularité, vous avez des analyses ? L'armée, ça a été un déclencheur probablement. Une séquence mais pitoyable. En même temps, une séquence doublement pitoyable. C'est-à-dire que. Vous trouvez que le pouvoir civil s'impose au pouvoir militaire, c'est pitoyable. De cette façon-là, je trouve que c'est sa première véritable faute. C'est-à-dire que jusqu'à c'était parfait. Je vous en prie, Jean-Charles. Bon. Non, c'est-à-dire que jusque-là, il avait réussi à redonner au président une certaine stature, une certaine hauteur. Il incarne bien ce rôle, etc. Il n'a pas fait d'erreur, c'était bien. Et puis tout d'un coup, au-delà, on en parlera sûrement tout à l'heure du fond du problème sur l'armée, mais là, cette attitude presque de petit chef, de sous-officier qui monte sur le truc en disant et je suis le chef, mais ça un côté ridicule, quoi. Quand on est président de la République, personne ne lui contestait ça, il n'avait pas à monter presque comme un requin, et c'est moi le chef, et puis je veux pas qu'on le discute. C'est pitoyable, ça donne une image de lui après son côté un peu je suis dans un sous-marin, je me fais héliporter, je vais machin, il y avait un côté, on a eu un peu un été avec lui, pas Martine à la plage, mais Emmanuel à tel endroit, Emmanuel à tel endroit. Bon, c'est très sympa, mais bon, il n'avait pas besoin de dire Emmanuel petit chef, quoi. Donc Stéphane ? Oui, il fallait rappeler une évidence. Alors, le général de Villiers était très apprécié par le milieu militaire. Le général Lecointre, l'actuel SEMA, l'est aussi, au demeurant. Mais à mon sens, il se devait, président de la République, de rappeler cette évidence, au titre de laquelle le président de la République est le chef des armées, au titre de laquelle les armées sont un outil au service de la nation. Et les militaires doivent avant tout obéissance à leur chef suprême, qui est un civil, ne leur en déplaise. Et donc, on a salué l'attitude, enfin certains ont salué l'attitude soi-disant totalement digne du général de Villiers, etc. Je l'ai trouvé relativement
il aurait pu s'abstenir de beaucoup de choses. Sachant qu'il a parlé quand même devant des parlementaires. Il s'est exprimé devant des parlementaires. Alors, de surcroît, à huis clos, tout en sachant évidemment que le huis clos devant une commission parlementaire est quand même très relatif. Extrêmement relatif. Ça resterait. Mais j'ai trouvé la suite, ou la gestion, comme on dit, de la suite de ces événements par le général lui-même, extrêmement critiquable. Enfin, par le général en chef, par le grand Manitou Emmanuel Macron, d'aller humilier son général en chef. C'est pas il aurait été, il aurait été très simple pour le général de Villiers de ne pas se faire humilier si tant est qu'il l'ait été. Dans n'importe quelle entreprise, enfin c'est le b.a.-ba du management, on n'humilie pas son numéro 2. Mais là, nous ne sommes pas dans une entreprise. Devant ses troupes. Non, mais c'était pas le lieu, c'était pas la façon. Le numéro 2 insulte le numéro 1. On peut répliquer. Il n'y a pas eu la moindre insulte. Pas la moindre. Non, mais pas la moindre. Il y a un désaccord. Non, il n'y a pas eu le mot. Non. Quels étaient les mots utilisés? Non, ça c'était en privé. Il a dit en privé, il a dit je ne vais pas me faire baiser. Il n'y avait pas d'injure vis-à-vis du chef de l'État, pas du tout. Après, on pourrait discuter du fond très longuement sur est-ce que Emmanuel Macron avait fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Il a fait des promesses, effectivement, il n'a pas revenu dessus. Ça, c'est un vrai débat. Mais sur la gestion même, je trouve qu'Emmanuel Macron n'avait pas à profiter devant l'état-major, devant les plus hauts gradés de l'armée, la Garden Party, qui est au ministère de la Défense, la veille du 14 juillet, c'est traditionnellement un endroit où le président de la République vient, il va saluer les troupes, et il fait un discours totalement lénifiant, il dit rien. Casser cette tradition juste pour venir dire je suis le chef et l'autre il va rentrer dans le rang, il va fermer sa gueule, etc. C'est d'une indélicatesse. Je veux dire, mais dans la moindre des PME, ça n'aurait pas tenu. Non, mais ça se fait pas. Bon, ça se fait pas. On va dire. Un mot, et puis après je voudrais qu'on passe à l'Europe. Parce qu'il y a peut-être ça aussi dans la baisse de popularité, c'est que le président de la République, institutionnellement, on en a déjà beaucoup parlé ici, est au premier plan, mais le fait qu'au fond, il n'y a aucun ministre qui soit un poids lourd dans ce gouvernement, aucun ministre politique, ou très peu de ministres politiques, ou un peu âgés, quand ils le sont, ne fait pas qu'un Premier ministre qui n'a jamais été ministre avant, que les gens ne connaissent pas. Est-ce que c'est pas ça aussi qui explique cette impopularité? Parce que tout lui retombe dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens qui peuvent le protéger. Bon, je ne suis pas sûr parce qu'il y a quand même des poids lourds au gouvernement. Il y a Nicolas Hulot quand même, il y a des gens comme Jean-Yves Le Drian. Oui, mais simplement, il y avait la consigne du début. C'est pas non plus des non, mais ils politiques sont expérimentés et puis ils ont un certain accès aux médias, mais cet accès aux médias leur a été fermé dès le début du quinquennat par Emmanuel Macron qui a verrouillé la communication. Donc là aussi, il y a eu, si poids lourds il y a, ils ne peuvent pas vraiment s'exprimer librement. Mais à mon avis, la chute de popularité, c'est pas quelque chose de conjoncturel, c'est plus quelque chose de structurel sous la Ve République. C'était le cas avec Nicolas Sarkozy, c'est le cas avec François Hollande, c'est le cas avec Emmanuel Macron. C'est pire qu'avec ses prédécesseurs. Mais chaque fois, c'est pire. Jacques Chirac, c'était pire encore que son prédécesseur. Non, à ce niveau-là, et après 4 mois de présidence, c'est la première fois. Mais peut-être que le temps politique va plus vite qu'avant aussi. C'est le pire sondage pour un président de la République depuis le début de la Ve. Mais c'était pareil pour François Hollande. Non, il n'y a pas pire. Non, Hollande était bien supérieur. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, c'est pire. Donc le prochain, la succession de Macron, ça sera pire. Ça n'a rien de dramatique. Mais il faut simplement. C'est vrai que c'est. Je pense qu'il y a aussi. Cela dit, il vaut mieux commencer par l'impopularité et finir par le popularité. C'est difficile de remonter en général. Non, moi je pense qu'il va remonter. Ça dépend des causes. Ça dépend des causes de la popularité. Et c'est pour ça on va voir comment va être gérée cette loi travail dans la rue. Et il va y avoir les élections en Allemagne. Derrière, il va y avoir les propositions qu'il va faire sur l'Europe, ce qui est quand même très intéressant. Mais ce que je voulais dire, c'est que je pense que son impopularité, c'est à un moment donné où les Français se sont dit mince, on a mis au pouvoir des gens qui n'ont jamais gouverné, notamment par exemple le gouvernement. Ils n'ont jamais gouverné. On a mis des députés qui ont un peu pédalé pendant l'été aussi, où ils n'ont jamais été députés, où ils sont, pour certains, ils ne sont pas au niveau. Et je pense que tout ça a fait un espèce de mélange qui fait qu'il y a une chute pendant l'été, mais moi je suis très optimiste et je pense que ça va repartir. Et puis tout le monde en pense pour Brigitte en plus, donc c'est elle qui vole la popularité de son mari. Nemo. Et maintenant pour Nemo, oui. Alors, l'Europe, il y a deux sujets. Il y a les réformes institutionnelles que voudrait introduire Emmanuel Macron, et puis il y a un sujet peut-être
plus direct, qui est celui des travailleurs détachés. On va peut-être commencer par ça avec vous, Vincent Couronne. Alors, la directive des travailleurs détachés, je crois que c'est de 96, c'est simple, hein, c'est pour permettre à des entreprises qui envoient pour une mission des travailleurs dans un pays, que ces travailleurs soient payés au niveau du pays où ils travaillent, mais que leur cotisation sociale, leur retraite, ils les payent dans leur pays d'origine. Hein. C'était ça au départ, et ça a été un peu dévoyé. Ça a été dévoyé. Alors, mais c'est vrai que l'idée de départ, elle est assez juste. C'est plutôt bonne, oui. Parce qu'en réalité, donc, le travailleur détaché, il va travailler au salaire minimum ou le salaire convenu dans l'état d'accueil. Mais si les cotisations sociales, elles sont payées dans l'état de départ, c'est pour une bonne raison. C'est que le travailleur détaché, il prendra sa retraite là-bas, il touchera son chômage là-bas, et puis s'il tombe malade, il sera soigné là-bas. Donc tout ça était logique. Donc tout ça est complètement logique. Maintenant, si c'est dévoyé, aujourd'hui, c'est du fait beaucoup des entreprises qui l'utilisent. C'est ça. Il y a des entreprises qui se sont créées exactement. Pour profiter de ça. Voilà, qui créent une simple succursale dans notre État, une coquille vide, une boîte aux lettres en Pologne, par exemple. Bouygues, imaginons, au hasard, ouvre une boîte aux lettres, une succursale en Pologne, et puis va en réalité faire venir les travailleurs polonais depuis la Pologne sur ces chantiers en France, en les payant au salaire français, mais avec des conditions pas forcément très légales, mais en payant les cotisations sociales polonaises, parce que ce sont les travailleurs polonais qui viennent de Pologne et qui sont employés par cette boîte aux lettres polonaise. Il faut cette entreprise. Voilà. Alors en 2014, il y a eu une tentative de renforcer les contrôles. Donc on a... Par Macron, effectivement, tout à fait, oui. Et donc des... Hollande, disons, allez. Sous la présidence Hollande, donc il y a une nouvelle directive qui a permis de renforcer les contrôles pour lutter contre la fraude. Mais c'est a priori pas suffisant. Et il y a en 2016, du coup, une nouvelle directive encore pour réviser la précédente et renforcer encore les contrôles, qui, aux yeux d'Emmanuel Macron, n'allait pas encore assez loin. Tentative de réforme. Hein. Mais il y en a une qui a abouti en 2014 qui marche pas trop mal, mais c'est pas suffisant. Il y a celle de 2016 qui n'a pas abouti parce qu'il y a tout un tas d'États, notamment le bloc d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, qui s'y opposent. Et là, Emmanuel Macron essaye de faire un peu de forcing vis-à-vis, alors non pas de la Pologne, parce qu'on sait très bien que la Pologne ne soutiendra pas la France sur ce point-là, mais il faut au moins casser le bloc de l'Est. C'est un peu péjoratif. C'est 11 pays, oui, c'est ça. Je crois qu'il y a 11 pays. Mais voilà, 11 pays en l'Est, plus le Danemark qui avait voté contre à l'époque. Alors, je crois que c'était 2 ans, par exemple, le délai de détachement, c'était 2 ans, ils veulent passer à 1 an. 1 an, voilà. Enfin, il y a des réformes, ça. Et puis faire en sorte aussi, alors si les cotisations sociales sont toujours payées dans l'état d'origine, l'idée aujourd'hui, c'est de faire en sorte que non seulement le travailleur détaché touche le même salaire qu'un Français, c'est en France, mais on inclut aussi les mêmes primes qu'un Français et tous les autres avantages qu'aura un Français pour travail équivalent. C'est ça, parce que sous prétexte que, par exemple, un travailleur polonais qui travaillait en France, alors on dit il est payé comme un Français, mais sauf qu'on le payait un peu moins, qu'il n'avait pas droit aux primes, et donc ça diminue beaucoup les salaires que donnaient les entreprises. C'est ça. Voilà, il y a même une technique qui fait que ces travailleurs détachés qui arrivent en France et qui n'ont pas de logement, l'entreprise va leur proposer un logement et va retirer le coût de ce logement du salaire. Ils ne sont pas logés dans des conditions les plus... Absolument pas, souvent dans des hangars. Mais ça aussi, ça relève en réalité même les lacunes de notre propre système de contrôle en droit du travail, enfin des conditions de travail. Il n'y a pas suffisamment de contrôleurs. Que des entreprises fassent travailler des travailleurs détachés, il en faut plus. C'est un peu surtout les lacunes de l'Europe, parce qu'il y a quand même beaucoup moins de problèmes avec des travailleurs détachés qui viennent du Danemark. Oui, mais ça, c'est pour des questions de différence de niveau de vie. Bah oui, ça, bien sûr. Les 250 000 Français qui sont détachés. C'est ce que je voulais dire, c'est qu'il faut aussi appeler un chat un chat. C'est parce qu'il y a un véritable problème avec certains pays d'Europe qui ne sont absolument pas au niveau. Non, donc le vrai problème est là. Le problème, c'est les travailleurs détachés du Danemark, on est ravis d'y aller et de les recevoir. Il n'y a pas de souci. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le niveau de rémunération qui soit vraiment le problème. Parce que s'ils viennent, c'est qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre en France sur ces chantiers-là et qu'on a besoin d'eux. Donc la question, c'est maintenant, est-ce qu'on contrôle qu'ils respectent bien le droit? Et les entreprises, force est de constater, elles ne respectent pas le droit, elles les font travailler plus de 48 heures, ils n'ont pas les conditions de travail normales. Certaines entreprises, pardon. Non, mais il fallait bien que quelqu'un ici ait un discours anti-entreprise. Oui. C'est lui, Mélenchon. En fait. Voilà, c'est ça. On a signé le rôle de Mélenchon. Nous avons En Marche, nous avons la France Insoumise, et heureusement, nous sommes totalement... un Mélenchon pro-européen, ce qui est...
Et pas rancunier, parce que pour le coup, la France Insoumise sur les réseaux sociaux nous a pas mal menacés. Sur les surligneurs, oui. Moi, je suis menacé de mort déjà au moins une dizaine de fois. Vous entendez ça? Qu'il y avait le modem aussi. Non, vous n'avez pas entendu ce qui vient de se dire. Je dis quelque chose d'extrêmement grave, alors... Il vient de dire qu'il a été menacé de mort une dizaine de fois par les Insoumis. Sur les réseaux sociaux, la France Insoumise, ils sont extrêmement... C'est pour ça qu'ils les avaient rejoints par peur. Très intimidés. C'est vrai, non, à ce point-là. Ah oui, vous pouvez voir sur notre compte Twitter. C'est anonyme. La plupart du temps, oui, c'est anonyme. Bien sûr. C'est courageux. Oui. Très. Et donc, pour continuer mon discours mélenchoniste, certaines entreprises, du coup, effectivement, violent le droit du travail français, tout simplement. Vis-à-vis de ces travailleurs détachés qui ne parlent pas souvent français, qui ont très peu de moyens de se défendre. Donc le problème, à mon avis, d'abord, c'est le contrôle en France des conditions de travail. Et la directive Molière. La clause Molière. La clause Molière. Ah oui, la clause Molière, ça aussi, c'est un... Ça, ce serait un truc bien. Alors, en un mot, il faut parler français. Il faut parler français sur un chantier. Parce que sinon, si on ne comprend pas, quand le type vous dit attention, il y a une brique qui va te tomber sur la tête, c'est vrai que c'est gênant. Pour le coup, on a fait un article dans la Surligneur sur ça pour dire que il y a des risques que ça ne soit pas légal. Il y a quelques risques. Moi, j'ai fait un article aussi et c'est pas légal. Ça peut pas être légal, mais c'est assez sain. Je veux dire qu'on parle français sur un chantier. Mais je veux juste rappeler quand même que l'employeur, dans le Code du travail, a un devoir notamment de formation, et dans le devoir de formation, notamment pour des salariés qui sont illettrés, de leur faire savoir lire et écrire, et de ceux qui ne parlent pas français. Vous êtes en train de dire qu'il y a un travailleur polonais qui va venir 15 jours, il faut que le chef d'entreprise lui fasse donner des cours de français accélérés pour qu'il puisse comprendre le... S'il avait un brique, danger, et tombe. Au début de l'émission, on parlait de simplification du truc. Non, mais dans les CDI, c'est ça. Je veux dire, on ne peut pas laisser quelqu'un... On a un devoir d'employabilité de nos salariés qui sont dans notre entreprise en CDI. C'est un devoir de l'employeur de faire en sorte que ces salariés soient toujours employables. Donc pour être toujours employable, il faut qu'ils soient formés, qu'ils sachent lire, qu'ils sachent écrire et qu'ils sachent parler français. Dans les CDI. Donc s'il ne parle pas français, il faut qu'il apprenne. Oui, non, mais attends, dans 15 jours, votre salarié polonais, enfin votre c'est même pas un salarié, c'est même pas le travailleur détaché polonais. Nous, on a un contrat commercial avec une société commerciale. Je reviens un mot sur la directive des travailleurs détachés. Il ne faut pas la prendre à la légère, parce que c'est une des raisons, par exemple, du Brexit. Oui, bien sûr. C'est une des raisons du Brexit. C'est pour ça que Macron veut renforcer les contrôles, etc., parce que c'est une des pierres d'achoppement pour la construction européenne. Bien sûr. Là, le système actuel, le travailleur détaché, ne fonctionne pas bien, et il faut clairement le modifier. Et pour Emmanuel Macron, politiquement, c'est forcément du bonus pour lui de lutter contre cette... Enfin, en tout cas, de lutter pour plus de contrôle. Ça, c'est évident que pour lui, c'est une très bonne chose de faire ça. Et il y en a besoin. Et on peut se passer de l'accord de la Pologne pour faire ça dépendra si le bloc de l'Est, comme on dit, se fissure ou pas. Il est fissuré. Probablement. On a déjà la Pologne, c'est un peu compliqué. Oui, on a déjà la République tchèque et la Slovaquie qui sont... Il faut à peu près 8 ou 9 États qui s'opposent pour que ça ne passe pas. Et bon, il y a des chances que... C'est une majorité qualifiée, c'est ça? C'est une majorité qualifiée. Il y a des chances que ça puisse passer facilement. Un mot sur la réforme institutionnelle. Il faudrait aussi que l'Europe puisse se doter d'un budget à part entière, quelle est la possibilité d'emprunter, qui est peut-être un ministre des Finances de la zone euro. Là, il va falloir... Alors, Angela Merkel vient de faire une interview dans laquelle elle dit qu'elle serait d'accord pour le ministre des Finances, mais ils ne sont pas forcément d'accord entre eux pour savoir ce que serait et quels seraient les pouvoirs de ce ministre des Finances. Oui, alors déjà, pour écarter tout malentendu, l'Union a déjà un budget. Oui. Il y a déjà un budget de l'Union européenne, où d'ailleurs les fonds de la PAC, les aides régionales, etc., tout ça, c'est le budget de l'Union européenne. La nouveauté qu'on voudrait introduire, c'est de permettre à l'Union européenne de s'endetter. Parce que l'Union européenne, aujourd'hui, n'est pas endettée. Il n'y a pas de dette. Les pays ont des dettes et l'Europe n'a pas de dette. Exactement. Donc au moins, l'Europe a une situation financière saine, contrairement, par exemple, aux États-Unis, qui ont une situation financière pas saine du tout. Donc à échelle différente, on est dans une situation à échelle identique,
on est dans une situation complètement différente. Et donc la possibilité qui serait donnée à l'Union d'emprunter sur les marchés financiers permettrait en fait de financer par exemple une aide au chômage ou une assistance aux pays ou les moins développés, des grands travaux, des grands travaux aussi, voilà, par exemple, tout à fait. Tous les gens qui sont pour la dette devraient... Mais à partir du moment où on emprunte sur les marchés financiers, ça veut dire qu'il faut trouver des ressources pour rembourser, ça veut dire un impôt. Et qui dit impôt, ça veut dire un Parlement qui vote l'impôt, un Parlement européen qui vote l'impôt, donc un ministre de l'économie ou des finances européen qui va exécuter le prélèvement de cet impôt, etc., et qui est responsable devant ce Parlement. Tout ça nécessite un changement institutionnel assez important. Alors, plutôt du côté des Allemands, un système des finances, c'est juste un type avec une règle comme ça qui tape sur les doigts des pays qui dépassent les 3%. Si je comprends bien, au bout de 10 ans, il y aura la dette de la France plus la dette de l'Europe. Voilà, exactement. Mais donc ça va être sympa. Ça va être très sympa. Non, parce que l'une peut remplacer l'autre. Oui, c'est le jeu. C'est mieux de s'endetter quand on n'a pas de dette que quand on a une énorme... Alors, c'est la fin de l'émission. Florence, je crois que vous vouliez annoncer une manifestation. Oui. Alors, vous allez manifester toute seule contre le... Je vais manifester le 26 septembre. Il y a une conférence qui est organisée par le MEDEF Yvelines à la mairie de Saint-Germain-en-Laye le 26 septembre prochain à partir de 18h sur le thème de l'apprentissage. Donc on fait une grande soirée sur l'apprentissage pour montrer que l'apprentissage ce n'est pas que les bouchers, les boulangers, mais que ça peut être tout type... Oui, il y a eu un grand patron qui sur France Inter a dit mais non, mais ils n'ont pas fait d'apprentissage parce qu'ils étaient brillants. Voilà. Non, on peut être brillant et faire de l'apprentissage. Et voilà, donc 26 septembre à Saint-Germain-en-Laye à partir de 18h. À partir de 18h. Merci. Pardon. Vous m'en voudrez pas, je ne serai pas là, je serai à la manif contre l'ordonnance. C'est pas le 26, c'est le 23. Ah mince. Maintenant qu'il est devenu mélangé. Merci beaucoup Vincent Couronne, merci beaucoup Florence Percadet, merci beaucoup Stéphane Monson et Jean-Charles Lajoie. Et à très vite pour un nouveau numéro de PAF.